ça a l'interface Wi-Fi, parce que tous nos smartphones modernes peuvent se connecter en Wi-Fi, à un réseau Wi-Fi. Il y a une interface Bluetooth, il y a un port USB, enfin maintenant c'est micro USB ou USB type C, etc., etc. Qui plus est, avec mon smartphone, je peux recevoir un appel, je peux aller sur une page web via un navigateur web. Tout ça pour dire, c'est que le smartphone, il a plein de points d'entrée et donc plein d'endroits où potentiellement il y a une vulnérabilité et où un attaquant pourrait essayer d'exploiter une vulnérabilité pour, par exemple, prendre contrôle du smartphone à distance ou nous faire exécuter du code sans qu'on s'en rende compte, etc., etc. Voilà, donc la notion de surface d'attaque, elle peut paraître assez basique, mais elle est assez importante quand on doit travailler sur la sécurité d'un système électronique ou informatique. Alors, je vous donnais quelques exemples tout à l'heure de systèmes embarqués sécurisés. Là, vous avez une liste légèrement plus complète. Donc, je vous disais les smart cards, les cartes à puce, hein, carte de crédit, carte SIM, passeport, les TPM, ce qu'on appelle les set-top box, c'est les boîtiers qui nous servent à recevoir Internet et aussi la télévision par Internet. Il existe aussi des disques durs qui sont chiffrants, donc des disques durs externes qui ont un mécanisme de chiffrement interne. Et ainsi, je copie les données confidentielles de ma société sur mon disque dur externe. Les données sont chiffrées, je peux le mettre dans ma valise, partir en réunion à l'autre bout de la France, et si jamais on me vole ma valise, eh bien le disque dur, il est chiffré. Donc l'attaquant, il pourra normalement pas déchiffrer les données qu'il y a dessus. Je vous parlais tout à l'heure des secure elements des smartphones, donc des petites puces qui sont comme des puces de carte à puce qui sont soudées dans le smartphone pour assurer un certain nombre de fonctionnalités comme le paiement. Maintenant, on a aussi dans un certain nombre de smartphones ce qu'on appelle des secure enclaves, c'est-à-dire que le processeur principal du smartphone, eh bien, il contient à l'intérieur un coprocesseur qui va faire de la sécurité. Donc, par exemple, c'est Apple qui ont été un peu novateurs, les premiers à faire ça à l'époque. Dans leur gros processeur, maintenant on en est au A12, quelque chose comme ça, eh bien, dedans, il y a un coprocesseur de sécurité. Et puis, j'ai mis l'Internet des objets avec un point d'interrogation, car l'Internet des objets, on commence à avoir de plus en plus de petits objets qui se connectent à Internet, qui apparaissent un peu partout, à la maison ou au travail. Et effectivement, le problème de l'Internet des objets pour l'instant, c'est que les fabricants mettent très peu d'efforts pour sécuriser les produits. D'où le point d'interrogation. Alors, maintenant, je vous parle rapidement du modèle d'attaquant. Donc, en fait, dans cette présentation, vous allez voir qu'on va considérer des attaques qui peuvent paraître très complexes à mettre en œuvre. Et du coup, pour justifier que des gens aient besoin de mettre en œuvre des attaques aussi complexes, on va faire les hypothèses suivantes, les hypothèses de départ suivantes. On va considérer que l'adversaire, l'attaquant, il a la possibilité de voler le système qu'il va vouloir pirater, on va dire, et d'avoir du coup un contrôle total dessus. Donc, par exemple, c'est comme si moi, je pouvais avoir accès à votre carte bancaire ou votre passeport biométrique et que je pouvais vous le dérober, soit l'espace d'une nuit ou d'un week-end, soit je vous le dérobe pour tout le temps. Et ensuite, moi, je peux essayer de le pirater pour le cloner ou pour en sortir des secrets de dedans. Ensuite, on va faire l'hypothèse que le système, il a très peu d'interfaces de communication, que chaque interface de communication expose que peu de commandes et que du coup, il n'y a pas de vulnérabilité logicielle du fait des points précédents. Alors, en pratique, ce n'est pas forcément vrai, mais vous allez comprendre pourquoi on fait ces hypothèses. C'est pour justifier l'attaquant qui va sortir l'artillerie lourde pour faire une attaque physique, une attaque matérielle où on interagit physiquement avec le système. Alors, quelques mots sur ce qu'on appelle une racine de confiance. Donc, dans les systèmes embarqués, on va souvent avoir un composant, un circuit intégré, un circuit de microélectronique, qui va être une racine de confiance et qui va être dédié à faire des opérations cryptographiques. Donc là, vous avez des différentes photos de circuits intégrés, on va dire, qui sont dédiés à la sécurité, plus ou moins dédiés à la sécurité, on va dire. Donc, par exemple, à gauche, les deux images en haut à gauche et au milieu à gauche, c'est un microcontrôleur de chez Atmel. Donc, c'est typiquement ce qu'on peut trouver. Donc, c'est un peu vieux maintenant, ce genre de microcontrôleur. Typiquement, c'était le microcontrôleur de la Arduino. Alors, l'image en haut à gauche, le composant, il est dans son boîtier plastique qui est noir. Et on a légèrement creusé le boîtier avec de l'acide pour faire apparaître ce qu'on appelle le die, la puce, qui est vraiment la puce du composant.
Par exemple, la photo qui est au milieu, eh bien ça, c'est la puce qu'on a dans nos cartes d'accès à l'université, donc qui nous permettent d'ouvrir un certain nombre de bâtiments. Voilà. Euh, Tout en bas, vous avez deux photos un peu bizarroïdes. En fait, c'est des composants qu'on a pris et on les a coupés on les a coupés, on a fait une coupe de section. En fait, c'est comme si on avait pris un composant et qu'on avait coupé une part de gâteau. Et du coup, on voit l'épaisseur du composant. Et donc, on peut voir tout en bas, c'est la couche de silicium. Et puis ensuite, on voit des petits motifs. Et du coup, ces motifs-là, c'est des rails de métaux. Donc, je vous expliquerai un peu plus après comment sont conçus l'intérieur des circuits intégrés. Donc, voilà. Alors, du coup, la sécurité matérielle, c'est quoi? Eh ben, on va dire, en gros, pour le résumer très simplement, ça va consister à soit observer, soit perturber le comportement physique d'un circuit intégré qui va principalement faire des opérations de cryptographie ou des opérations de sécurité de façon plus générale. Donc, du coup, par exemple, en haut à gauche, vous avez une petite antenne électromagnétique qui mesure l'activité électromagnétique de la carte à puce. En bas à gauche, là, on est aussi en train de mesurer l'activité électromagnétique. En haut à droite, avec une petite pointe, on va injecter un courant dans la puce électronique. Et en bas à droite, c'est une plateforme laser où on envoie un faisceau laser dans le circuit intégré. Donc, on va revenir sur ces différentes techniques par la suite. Allez, encore un petit mot pour l'introduction. Quelques concepts très génériques de cryptographie. En cryptographie classique, donc on va dire en cryptographie mathématique, on considère généralement un modèle boîte noire où l'implémentation, le cryptosystème, l'algorithme de cryptographie, eh bien, il utilise une clé qui est une clé secrète comme un mot de passe pour, par exemple, chiffrer un message. Donc là, vous avez le plain text blablabla, et puis il rentre dans le cryptosystème. La clé secrète est utilisée pour chiffrer le message clair, le plain text, et le rendre incompréhensible et en faire ce qu'on appelle un ciphertext, un message chiffré. Et donc, dans le modèle de cryptographie classique, l'attaquant, il a accès qu'à des paires de messages clairs et chiffrés correspondants. Et donc, l'attaquant, d'un point de vue mathématique, en temps normal, il peut juste envoyer plein de messages clairs, récupérer les messages chiffrés correspondants, et puis se dire, bah, j'ai plein de paires de messages comme ça, est-ce que je peux remonter à la clé secrète ou pas? Donc, c'est comme ça, quand on disait tout à l'heure que les algorithmes de cryptographie moderne, ils sont sûrs d'un point de vue mathématique, c'est en considérant ce modèle-là. Mais fin des années 90, il y a eu plusieurs inventions très intéressantes, plusieurs découvertes, inventions, ça dépend comment on voit les choses, notamment un certain Paul Kocher, qui à l'époque était étudiant à l'université de Stanford. En plus, il était étudiant en biologie, mais il n'allait pas beaucoup en cours et il préférait rester dans sa chambre et s'intéresser à la cryptographie. Et donc, en fait, il a eu une idée qui s'est avérée être une idée géniale et ça a même créé du coup un domaine. C'est qu'il s'est dit, le modèle boîte noire que je venais de vous présenter juste avant, eh bien, il s'est dit, si j'exploite des informations supplémentaires, peut-être que la boîte noire, je peux la rendre un peu plus grise. Obtenir des informations supplémentaires sur ce qui se passe dans le calcul. Et donc, son idée, ça a été de se dire, c'est que le cryptosystème, donc le composant avec son code qui fait l'opération crypto, eh bien, pendant qu'il mélange le message clair avec la clé secrète, eh bien, il y a des informations physiques qui s'émanent du composant et qui sont liées un peu au calcul que le composant est en train de faire. Et notamment, ce calcul dépend entre autres de la clé secrète. Et donc les grandeurs physiques dont je vous parle, ça va être le temps, la consommation, donc le temps de calcul, la consommation électrique du composant en temps réel pendant qu'il est en train de faire un calcul cryptographique, les radiations électromagnétiques, etc., etc. Donc, si on considère que l'attaquant il a accès à ces données physiques en plus des messages d'entrée et de sortie, eh bien, on va voir qu'il va pouvoir imaginer des attaques bien plus puissantes que les attaques mathématiques. Quand je dis plus puissantes, dans le sens qu'ils vont nécessiter moins de données pour arriver à retrouver la clé. Et puis, à peu près à la même période, il y a un certain Dan Boneh, donc, qui est un grand professeur de cryptologie aussi de Californie,
qui a eu une idée, on va dire, cousine de celle de Paul Kocher. Il s'est dit, eh bien, si pendant que mon cryptosystème il fait un calcul cryptographique, si jamais je suis capable de perturber le calcul d'une manière particulière, le message chiffré que je vais obtenir, il va être erroné. Et est-ce que je ne peux pas exploiter le fait que j'ai fait faire une erreur à mon système cryptographique pour retrouver la clé secrète? Et donc ça a amené le concept d'attaque par faute, où on va, en introduisant des erreurs dans le calcul de façon astucieuse, de proche en proche, pouvoir récupérer des informations sur le secret et à la fin, potentiellement, retrouver le secret complet. Voilà. Donc voilà pour cette introduction. Donc maintenant, je vais vous parler de manière un peu plus précise des attaques par canaux auxiliaires, vous présenter un peu comment ça fonctionne. Jusqu'ici, ça va. Vous n'hésitez pas à m'écrire dans le chat s'il y a une question ou si je vais trop vite. Ou... Voilà. Alors, les attaques par canaux auxiliaires, donc, comme je disais avant, l'idée, c'est de mesurer une fuite d'informations physiques d'un système pendant qu'il manipule des informations sensibles, typiquement des clés cryptographiques. Donc, l'idée de base derrière les attaques par canaux auxiliaires, c'est que l'information manipulée, elle est corrélée à la grandeur, à la fuite d'informations physiques. Typiquement, la plupart des circuits intégrés modernes sont fabriqués en technologie CMOS et avec donc des transistors. Donc, je ne vous rentre pas dans les détails des explications électroniques, mais en gros, un transistor ou une porte logique, pour parler à un niveau juste au-dessus, les portes logiques, les portes et les portes ou, etc., qui sont les briques de base dont sont fabriqués tous nos systèmes, tous nos circuits intégrés modernes. Eh bien, ces portes logiques, suivant les données, suivant les bits qu'elles vont manipuler, eh bien, elles vont consommer plus ou moins d'informations à chaque coup d'horloge. Donc, je vous donne un exemple. Là, par exemple, si on prend l'exemple d'un registre, donc un registre, c'est quoi? C'est un ensemble de portes logiques qui va stocker de l'information. Et à chaque coup d'horloge, eh bien, le registre est mis à jour suivant les données qu'on lui demande de stocker dedans. Et typiquement, si je prends l'exemple d'un registre 8 bits, dans un petit processeur 8 bits, eh bien, si à l'instant T, mon registre, il contient que des zéros, il contient 8 bits à 0, et qu'à l'instant T plus 1, au coup d'horloge suivant, le nouveau mot de 8 bits, le nouvel octet qu'il faut venir stocker dans notre registre, c'est encore un octet qui contient 8 zéros. Eh bien, à l'instant T, j'avais 8 bits à 0 dans mon registre. À l'instant T plus 1, j'ai encore 8 bits à 0 qui viennent être stockés dans le registre. Vous voyez bien que du coup, je n'ai pas de surconsommation pour passer dans chaque case de mon registre, pour passer de 0 à 0. Bon, bah, il n'y a rien à changer. Maintenant, si j'ai mon registre de 8 bits, il contient 8 zéros à l'instant T, et à l'instant T plus 1, je viens lui inscrire l'octet qui contient 8 bits à 1, et bien chacune de mes cases de mon registre, eh bien, elle va consommer un tout petit peu pour switcher et passer de 0 à 1. Et donc, du coup, ça, dans la consommation électrique, ça va très légèrement se voir. Alors, pas forcément visuellement, mais quand on fait les calculs statistiques, on va pouvoir mettre en évidence ce genre de surconsommation ou de sous-consommation due à des changements de valeur de bits dans des registres ou dans des portes logiques qui constituent des opérations logiques et mathématiques de notre circuit intégré. Donc, du coup, le concept de base, c'est que l'attaquant, il va du coup mesurer la grandeur physique avec une plateforme, avec différents instruments électroniques. Il va tout stocker sur un ordinateur et ensuite, il va appliquer des méthodes plus ou moins sophistiquées, notamment des méthodes statistiques, pour aller essayer d'extraire les secrets des mesures. Alors, les grandeurs physiques qu'on a l'habitude d'exploiter dans les attaques par canaux auxiliaires, il y en a plusieurs. Donc, la plus, comment dire, la plus simple peut-être, c'est la mesure du temps. Donc, ça a amené le concept de timing attack. Donc, c'est la première attaque proposée par le fameux Paul Kocher, l'ancien étudiant de Stanford. Et à l'époque, il avait proposé une attaque où il mesurait le temps de calcul d'une librairie qui faisait des signatures RSA.
Et du coup, il se trouvait que la librairie, elle était implémentée de façon naïve, pardon, et que du coup, suivant les données assignées et suivant le secret qui était utilisé pour faire la signature, eh bien, la signature mettait plus ou moins de temps. Donc, en fait, il mesurait le temps global du calcul et il envoyait plein de messages à signer. À chaque fois, il mesurait le temps. Le temps variait à chaque fois et de proche en proche, comme ça, il arrivait à reconstituer le secret. Ensuite, ce même Paul Kocher, quelques années plus tard, il a proposé un autre concept, donc l'attaque en power analysis, en analyse de consommation électrique, où là, on va mesurer la consommation électrique du composant et de manière similaire au temps, on va du coup ensuite essayer d'exploiter les différentes mesures de consommation correspondant à des calculs cryptographiques pour essayer d'en extraire le secret. Ensuite, 2 années plus tard, on a des ingénieurs d'une société française qui s'appelait GEMplus à l'époque, qui s'appelait Gemalto par la suite et qui maintenant a été racheté par Thales. Et donc, Gemalto, historiquement, c'est le leader mondial de la carte à puce. Ils sont notamment basés à côté de Marseille, à Gémenos et à La Ciotat. Et donc, des ingénieurs de leur laboratoire de R&D se sont rendus compte qu'il était possible de construire une petite antenne électromagnétique et de mesurer l'activité électromagnétique de la puce électronique d'une manière similaire à la mesure de consommation. Et donc, du coup, ils ont montré qu'on pouvait aussi mesurer l'activité électromagnétique et que c'était même très intéressant. On verra par la suite en quoi ça propose des avantages. Et puis ensuite, il y a un très grand cryptologue, Hadi Shamir, donc, qui est un cryptologue israélien qui est très connu parce que c'est le S de RSA, avec ses collègues de son institut de recherche en Israël. Une année, ils ont eu l'idée de prendre un ordinateur qui faisait les calculs cryptographiques et ils ont collé à côté de l'ordinateur, à côté de la tour d'ordinateur, un microphone, donc le même genre de microphone que celui utilisé par des chanteurs, par les groupes de musique. Et ils ont mesuré le son comme ça de l'ordinateur pendant que l'ordinateur faisait les calculs cryptographiques. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des sons qui étaient corrélés au calcul et que de manière similaire aux approches précédentes, et ils arrivaient à exploiter le son pour retrouver le son cryptographique. Bon, il s'est avéré que quelques années plus tard, des gens ont repris ce travail et l'ont un peu plus poussé. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment le son qui était la source de l'information, mais que c'était le boîtier d'alimentation de l'ordinateur qui contenait des gros condensateurs et des capas de découplage qui sont là pour, comment dire, pour stocker du courant quand le gros processeur Intel ou AMD de l'ordinateur est en train de faire des calculs. Il y a des moments où il va avoir besoin de beaucoup plus de courant que dans la milliseconde précédente. Et donc, ces condensateurs, tout ce système d'alimentation de l'ordinateur est là pour pouvoir justement répondre à des besoins soudains d'énergie du processeur. Et qu'en fait, le son était en fait un effet de bord de sur- ou sous-consommation de l'alimentation de l'ordinateur, et qu'en fait, ce n'était pas vraiment une attaque acoustique, mais en fait, c'était une attaque en analyse de courant. C'est juste que par effet de bord, ça crée des sons. Voilà. Et puis, dans les années 2010, il y a des ingénieurs d'un laboratoire de R&D de Thales qui ont utilisé une machine très particulière qui permet de compter les photons émis par un circuit intégré, donc qui mesure en fait la lumière. Et donc, ils ont détourné l'utilisation de cette machine pour mesurer la lumière émise par le circuit intégré pendant qu'il fait des calculs cryptographiques. Et d'une manière assez similaire que précédemment, pareil, ils ont réussi à montrer qu'ils arrivaient à retrouver le secret cryptographique utilisé dans le calcul du composant. Donc voilà, tout ça pour vous illustrer que pas mal de grandeurs physiques qu'on a pu voir dans nos cours de physique, eh bien en fait, un circuit intégré va avoir tendance à trahir les calculs qu'il fait à travers pas mal de grandeurs physiques. Alors juste en pratique, dans le monde industriel de nos jours, ce qu'on utilise le plus pour tester la sécurité d'un circuit intégré vis-à-vis de cette classe d'attaque, ça va être mesurer le temps, mesurer la consommation électrique et mesurer l'activité électromagnétique. Voilà.
Alors, du coup, maintenant, quelques mots sur comment on mesure la consommation électrique d'un circuit intégré. Donc, il y a plusieurs approches. L'approche la plus simple, c'est l'approche qu'on appelle du shunt résistor, donc la résistance de shunt. Et donc, l'idée, ça va être que si j'ai mon alimentation et puis ma carte à puce, du coup, ma carte à puce, elle a une borne plus, une borne moins, et ça, c'est branché à l'alimentation. Eh bien, je vais placer une petite résistance sur la ligne de masse, par exemple, et aux bornes de ma résistance, je vais connecter ma sonde d'oscilloscope et je vais mesurer la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Et ça va me permettre de mesurer de façon détournée le courant consommé en temps réel par ma carte à puce. Alors, il y a aussi d'autres outils qui existent pour mesurer le courant, des outils, on va dire, plus professionnels. Donc, il y a des sondes de courant, des sondes différentielles. Donc, ça, c'est souvent des marques d'oscilloscopes qui fabriquent ce genre de sondes qui fonctionnent de manière un peu similaire à la méthode de la résistance, mais souvent, ça permet de faire des mesures plus précises. Et puis, de manière optionnelle, certaines fois, on va utiliser ce qu'on appelle un amplificateur faible bruit. Donc, finalement, un amplificateur faible bruit, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une loupe pour le courant électrique. Ça va nous permettre d'amplifier le courant. Donc, quand on mesure un courant très, très faible, eh ben, un amplificateur, ça va nous permettre de le multiplier par 10 ou par 100, entre guillemets, un peu comme une loupe ferait pour une image. Et derrière, ça nous permettra d'avoir un signal avec plus d'amplitude pour le faire rentrer dans notre oscilloscope. Pour ce qui est de la mesure du courant, le coût, c'est assez bas parce que souvent, on peut s'en sortir avec un petit montage à base de résistance, comme j'expliquais avant. Donc, c'est un montage qui ne coûte pas très cher. Alors, le truc, c'est que dans certains cas, mesurer le courant, ce n'est pas tout le temps facile ou possible, suivant le produit qu'on est en train d'étudier. Donc là, vous avez par exemple une carte PCI. Donc, vous savez, c'est des cartes qu'on met dans son ordinateur fixe, donc, qui se connecte sur la carte mère. Et en l'occurrence, là, c'était une carte PCI avec un gros processeur qui était censé faire des calculs cryptographiques. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une carte comme ça dans son ordinateur pour faire du chiffrement de données très sensibles et que le chiffrement, il n'est pas fait sur la même partie de l'ordinateur que là où il y a notre système d'exploitation qui tourne, par exemple notre Windows ou notre Linux, mais que ce soit une carte dédiée et que même si mon Windows il s'est fait pirater, eh bien, le hacker ne peut pas aller récupérer les données dans cette carte-là. Donc, à l'époque, on nous avait demandé de regarder si c'était possible de monter une attaque par canaux auxiliaire sur cette carte. Mais comme vous le voyez sur l'image de mauvaise qualité que j'ai mis en illustration, eh bien, la carte, elle est très complexe au niveau électronique et on ne sait pas trop où mesurer, on ne sait pas trop où sont les bornes plus et moins de la carte qui vont alimenter les composants. Donc, ça peut être un problème dans ces cas-là. Et donc, c'est une façon que j'avais pour vous introduire l'intérêt de la mesure de l'activité électromagnétique plutôt que de la mesure de consommation. C'est que, bah, voilà, typiquement dans ce genre de cas, on peut préférer mesurer l'activité électromagnétique du circuit intégré plutôt que sa consommation. Alors, d'où vient le fait qu'un circuit intégré rayonne de manière électromagnétique son activité? Eh bien, vous avez à gauche, là, sur l'illustration, vous avez un schéma qui représente très grossièrement ce qu'est un circuit intégré. Un circuit intégré, c'est une tranche de silicium, donc là, c'est la partie bleue qu'on voit en bas, dans laquelle on va avoir fait des petits trous qui ne sont pas traversants complètement, hein. On va faire des petits trous et ces petits trous, ils vont être dopés avec différentes substances. Et c'est ça qui va créer nos transistors de base. Et ensuite, on va relier ces transistors avec des rails de métaux. Donc, vous voyez, il y en a des rouges et des jaunes là, hein. Et les rails de métaux, ils vont permettre deux choses, à la fois d'amener du courant dans les transistors pour créer les fonctions logiques, et puis aussi relier les transistors et les portes logiques entre elles pour créer des fonctions logiques plus complexes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on allume notre composant, notre circuit intégré? Eh bien, il y a plein de courants électriques qui traversent les différents rails de métaux de manière horizontale et de manière verticale pour alimenter les transistors. Et puis, là, du coup, suivant les données et les calculs qui sont réalisés, les courants, ils circulent ou ils ne circulent pas dans les différents rails de métaux. Et si on se rappelle de nos cours de physique d'une certaine époque, on nous avait parlé des équations de Maxwell qui nous disent que quand un courant électrique traverse
un conducteur, donc notamment un rail de métal, eh bien, ça crée automatiquement un champ électromagnétique aux bornes de ce conducteur. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans un circuit intégré. Eh bien, quand le circuit intégré ça s'allume et commence à consommer du courant, eh bien, en fait, il va créer une activité électromagnétique dans son environnement qui est finalement dérivée du courant qu'il consomme. Donc, la consommation électrique et l'activité électromagnétique d'un composant sont deux grandeurs physiques qui sont qui sont corrélées, quoi. Très corrélées. Là, je vous ai remis les images de tout à l'heure où on voit du coup les deux images de coupe de circuits intégrés. Donc là, à gauche, c'est un composant de carte à puce des années 80, des années 2000, on va dire. Donc, votre ancienne carte bancaire vous avez pu avoir en 2010 ou votre passeport de l'époque pouvait contenir ce genre de composant. Donc, là, en bas, où ma souris passe, eh bien, c'est le silicium. Là, on peut voir que c'est on va dire les transistors qui sont à ce niveau-là. Et ensuite, on voit des différents niveaux de rails de métaux. Donc là, on a un rail de métal qui est, du coup, on va dire, parallèle à nous. Et puis, le rail de métal d'au-dessus, il est orthogonal au rail de métal du dessous. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est comment dire, des rails de métaux qui viennent vers nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit que leur petite coupe. Encore au-dessus, on a un nouveau rail de métal. Donc là, qui est du coup comment dire, parallèle à nous. Encore au-dessus, encore un autre niveau de métal, etc. Et là, on a le niveau de métal top, qu'on appelle ça, le niveau de métal le plus haut, où on peut voir que les rails de métaux sont plus gros, parce que c'est par là que le courant arrive et il est distribué ensuite aux étages inférieurs. Et à droite, vous avez une coupe du processeur de l'iPhone 3G. Donc maintenant, c'est un peu vieux. Mais voilà, ça, c'est un composant beaucoup plus gros. C'est un processeur de smartphone des années 2010, on va dire. Alors, comment on mesure l'activité électromagnétique des circuits intégrés? Eh bien, avec ce qu'on va appeler un sensor, un capteur ou une probe. Ça a plusieurs noms. Donc, un capteur électromagnétique, dirons-nous. Alors, c'est quoi un capteur électromagnétique? Généralement, c'est une bobine faite en métal. Donc, ça va être une bobine avec une ou plusieurs spires. Le diamètre des spires, eh bien, ça va jouer sur la précision spatiale de notre bobine et donc de ce qu'on mesure. Et puis, le nombre de tours de la bobine, eh bien, plus il y aura de tours, plus on va mesurer un signal fort. Dans le cadre d'une mesure de champ électromagnétique, avec donc ce capteur électromagnétique, l'utilisation d'un amplificateur, ce dont je parlais tout à l'heure, ça va être quasiment obligatoire. Parce que notre petite bobine, aussi performante soit-elle, on va souvent mesurer un champ électromagnétique très très faible, et du coup, on va avoir besoin de l'amplifier pour pouvoir ensuite le mesurer à l'oscilloscope. Donc le coût, là, j'ai mis médium parce que ça dépend. Donc là, j'ai quelques illustrations. À gauche, vous avez un exemple d'une petite sonde électromagnétique fabriquée à la main, donc avec du fil de cuivre, un petit support et un connecteur SMA, et puis un peu de soudure. Donc là, ça va coûter quelques euros à fabriquer. Hein. Finalement, il y a le prix du connecteur et puis après un peu de fil. Donc là, c'est un exemple de capteur qui est vraiment pas cher à faire, mais il n'est pas très précis. Hein. Il est fait de façon artisanale. Et puis au milieu, là, vous avez des capteurs électromagnétiques fabriqués par une société allemande qui est un peu le leader mondial dans ce genre de produit. Donc vous pouvez voir que vous en avez qui ont des têtes de stylo, qui sont assez grossiers. Et puis à droite, vous en avez qui sont beaucoup plus fines. D'ailleurs, la photo tout à droite, c'est un zoom sur le nez des petites antennes, des petits capteurs qui ont une forme de jerrycan. Et donc, les capteurs commerciaux qui ont la forme de stylo en noir, ils vont coûter quelques centaines d'euros le capteur, la sonde. Et celles qui ont une forme de jerrycan rouge et dorée, elles, ça va plutôt être de l'ordre de 1000 ou quelques milliers d'euros le capteur, suivant la taille au bout. Pour vous donner un ordre de grandeur, le stylo noir, là, ce qui ressemble vraiment à un stylo, il va avoir au bout une bobine qui va faire, on va dire, 1 mm à peu près de diamètre, alors que les capteurs qui ont la forme de jerrycan rouge et doré, eux, la bobine au bout, elle va avoir un diamètre de l'ordre de quelques centaines de microns. Donc, c'est le fait que la bobine au bout est beaucoup plus comment dire, fine qui fait que le prix est plus élevé. Donc déjà, on commence à arriver sur des équipements pour réaliser
notre plateforme d'attaque qui coûte un certain prix. C'est en ça que j'expliquais que cette classe d'attaque, elle demande un certain nombre de moyens en amont pour la mettre en œuvre. Donc, continuons sur la description d'une plateforme d'attaque par canaux auxiliaires. Donc, une fois qu'on a de quoi mesurer le courant ou l'activité électromagnétique, on va avoir besoin de quelque chose pour numériser le signal. Le courant ou l'activité électromagnétique avec nos capteurs, on va mesurer un signal analogique et ensuite on va vouloir le numériser pour pouvoir faire des calculs mathématiques dessus. Et donc, le numériseur qu'on connaît tous, qu'on a tous utilisé au moins au lycée à une époque, c'est l'oscilloscope. Et donc, un oscilloscope, eh bien, effectivement, ça va avoir un certain nombre de caractéristiques comme la bande passante fréquentielle de l'oscilloscope en Hertz. Donc, ça va être sur quelle plage de fréquence, quel type de signaux il va pouvoir mesurer. Le sampling rate, ça, c'est la vitesse d'échantillonnage. Ça veut dire combien de mesures il est capable de faire par seconde. Donc, est-ce que mon oscilloscope il va faire 1000 mesures par seconde ou est-ce qu'il va faire 1 million ou 1 milliard de mesures par seconde? Donc, bien entendu, plus la vitesse d'échantillonnage est élevée, eh bien, plus il est précis. La sensibilité verticale, ça veut dire, ça correspond à est-ce que je peux régler le max et le minimum en volts? Est-ce que je mesure entre plus 10 et moins 10 volts? Est-ce que je peux descendre à plus ou moins 1 volt, etc. La précision de la numérisation, c'est pareil, ça, c'est sur combien de bits va être numérisé chaque mesure qui est réalisée. Et puis après, il y a le nombre de voies de l'oscilloscope et puis la mémoire de chaque voie qui vont permettre de faire des mesures aussi plus ou moins longues. Voilà, donc un oscilloscope, j'ai mis coût assez élevé. Alors, il y a des modèles, on va dire, d'amateurs qui ont des caractéristiques sympathiques qui coûtent quelques centaines d'euros, mais bon, on va vite être limité pour les attaques par canaux auxiliaires avec ce genre de modèle. Et on va dire que dans l'industrie, pour les attaques par canaux auxiliaires, on va plutôt utiliser des modèles qui vont coûter quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. C'est assez courant d'avoir des oscilloscopes qui vont coûter le prix d'une belle voiture, 20 30 000 euros, voire plus. Donc, effectivement, ça peut être un frein pour l'application de ce genre d'attaque au plus grand nombre, puisque voilà, certains équipements comme l'oscilloscope vont coûter assez cher. Alors, on a encore besoin de quelque chose d'un point de vue pratique pour notre plateforme d'attaque par canaux auxiliaires. Ça va être un moyen de déclencher l'enregistrement. Pourquoi ? Parce que quand je vais envoyer une commande à ma carte à puce pour qu'elle fasse une opération cryptographique, eh bien, la commande que je vais envoyer, le traitement par la carte à puce de la commande, il va être assez court d'un point de vue humain, d'un point de vue temps humain. Ça va prendre des millisecondes, quelque chose comme ça. Or, s'il faut que moi, j'appuie manuellement sur commencer à enregistrer et arrête d'enregistrer sur l'oscilloscope, je ne vais pas pouvoir être précis au niveau de la milliseconde. Donc, du coup, si je le faisais manuellement, cette début d'enregistrement et fin d'enregistrement, je ne serais vraiment pas précis et j'enregistrerais plusieurs secondes de calcul d'activité électrique, par exemple, ou électromagnétique, alors que ce qui nous intéresse, ça va durer 1 milliseconde ou 10 millisecondes. J'enregistrerai des milliers de fois trop de ce que j'ai besoin et après, je me retrouverai dans un cas où il faudrait que je trouve une aiguille dans une botte de foin. Donc, en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit montage électronique et que quand j'envoie la commande à la carte à puce, eh bien, j'ai un petit système électronique qui voit la commande passer et qui, du coup, déclenche l'enregistrement de la mesure auprès de l'oscilloscope et qu'il l'arrête à la fin du calcul. Donc, ça va se faire soit avec certaines fonctionnalités des oscilloscopes qui proposent ce genre de mode. Et puis, des fois, on va même faire des petites cartes électroniques ou bidouiller un lecteur de carte à puce pour lui ajouter cette fonctionnalité. Donc, maintenant, voici un exemple d'une plateforme d'attaque par canaux auxiliaires, on va dire, professionnelle. Donc, vous pouvez voir le lecteur de carte à puce custom, du coup, fait maison, qui est en vert, hein. La carte à puce qui est connectée dans le lecteur fait maison. La petite antenne électromagnétique rouge et dorée au-dessus, qui est positionnée avec un micromanipulateur qui permet de bouger très précisément la petite antenne. Et puis, on a l'oscilloscope là, qui est là. Donc, ça, c'est un modèle qui vaut 10-15 000 euros, on va dire. Un modèle déjà professionnel. Et puis, il y a un ordinateur sur le côté pour piloter la plateforme de manière globale. Donc là, vous avez un zoom
sur la carte à puce avec la petite antenne électromagnétique qui est au-dessus, et donc qui a son nez qui est posé juste au-dessus du composant de la puce de la carte à puce. Alors maintenant, si on fait un calcul, donc là, le premier exemple que je vais vous prendre, c'est une carte à puce qui fait un calcul AES. Donc, sans rentrer dans les détails, AES, c'est un des algorithmes de cryptographie symétrique les plus utilisés de nos jours, où je choisis une clé secrète que je partage avec mon destinataire. On a chacun la même clé secrète. Je prends des messages, je les chiffre avec ma clé secrète, j'obtiens des messages chiffrés, je les envoie à mon destinataire. Personne ne peut les comprendre s'il intercepte le message chiffré, et mon destinataire il va utiliser la même clé secrète pour déchiffrer le message et retrouver le message initial intelligible. Donc là, du coup, on a mesuré plusieurs choses. On a 3 signaux. Donc le signal jaune, c'est quoi? C'est l'envoi de la commande. Donc là, au début du signal jaune, on voit qu'il y a plusieurs créneaux. Donc ça, c'est la commande, l'ordre de calcul que j'ai envoyé de l'ordinateur par le lecteur de carte à puce à la carte à puce. Donc c'est la commande en fait encodée en bits qui dit lance le calcul cryptographique. Et à la fin du signal jaune, c'est la réponse à cette commande. Donc là, en fait, en mesurant du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la ligne de communication entre mon lecteur de carte à puce et ma carte à puce, et bien du coup, ça me permet de voir l'envoi de la commande et la fin de la commande, et donc de borner temporellement l'endroit où aura lieu le calcul cryptographique. Maintenant, en vert, c'est la mesure de consommation électrique, donc la petite carte électronique que je vous ai montrée avant, qui fait office de lecteur de carte à puce maison. Il y a un petit montage dessus où on a une résistance et on mesure aux bornes de la résistance, comme j'expliquais précédemment, la consommation électrique. Donc là, on voit que la consommation électrique, elle est assez stable. On voit qu'il y a une grosse surconsommation vers le milieu du calcul. Et puis après, plus rien. Et à la fin, on voit plein de petits pics de consommation au moment où la carte à puce renvoie la réponse de la commande au lecteur. Et puis en mauve, en rose plutôt, c'est l'activité électromagnétique mesurée par la petite antenne, par le petit capteur qu'on voit, où on voit que l'activité électromagnétique, eh bien, elle a des motifs qui n'apparaissaient pas forcément dans la consommation électrique. Donc maintenant, on zoome un peu. Et quand on zoome sur la consommation électrique, sur la partie qui semble intéressante au milieu, et l'activité électromagnétique, on voit que la consommation électrique, elle est assez stable. Par contre, on voit un motif particulier au début du signal rose de l'activité électromagnétique. Et ça nous plaît parce que, comme on sait que c'est un calcul AES qui vient d'être fait par la carte à puce, or, l'AES, si on regarde la norme qui est disponible publiquement sur Internet de l'AES, on pourra voir que l'AES, en fait, c'est une OPM, comment dire, c'est 4 opérations de base qui sont répétées 10 fois de façon itérative. Donc, en fait, ce qu'on va chercher, c'est un motif qui contient 10 sous-motifs qui sont très similaires les uns les autres. Donc maintenant qu'on a observé à l'oscilloscope des signaux qui nous semblent intéressants, on fait un petit programme sur notre ordinateur pour que l'ordinateur il parle à la carte à puce, il lui envoie les données pour qu'elle fasse le calcul cryptographique, et en même temps l'ordinateur va parler à l'oscilloscope pour que l'oscilloscope mesure ce qu'on voit à l'écran, et ensuite rapatrie sur l'ordinateur les mesures, ce qui va nous permettre ensuite de les travailler avec des logiciels comme du C, du Python, etc. Numériser les mesures pour ensuite faire des calculs dessus. Donc là, maintenant, ces mesures, on les affiche avec quelque chose qu'on a sur notre ordinateur. Donc voilà le signal rose juste avant, voilà ce qu'il donne une fois qu'on l'affiche de manière, on va dire, plus précise sur notre ordinateur. Et effectivement, on voit des motifs de double pic, avec un grand pic et un autre pic un peu moins grand. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à peu près. Donc, ils ne sont pas tous exactement les mêmes, mais on retrouve 10 motifs similaires et ça nous laisse penser qu'on est quand même pas mal et qu'on on a probablement trouvé l'activité électromagnétique de notre calcul AES. Donc voilà un autre exemple de calcul AES d'un autre composant. Donc là, en l'occurrence, c'est un composant FPGA. Donc les FPGA, c'est des espèces de composants très, très programmables
qui sont plutôt utilisés pour soit l'éducation, soit pour la recherche, soit pour des applications comme le monde militaire, où on va avoir très peu de, on va faire peu d'exemplaires. Et donc, le FPGA, l'avantage, c'est qu'on peut reconfigurer les portes logiques à chaque démarrage du FPGA à volonté. Et donc, voilà. Donc là, on a un signal plus propre. On retrouve encore une dizaine de petits motifs qui correspondent aux 10 tours de notre calcul AES. Voilà un troisième exemple. Là, c'est la commande Internal Authenticate réalisée par une carte bancaire. En fait, c'est une commande que, à chaque fois que vous mettez votre carte bancaire dans un terminal de paiement ou dans un distributeur de billets, c'est une des premières commandes que va faire le terminal. C'est une commande où il envoie un message aléatoire, un challenge, on va dire, à la carte bancaire. Et la carte bancaire doit utiliser une clé secrète RSA qu'elle possède dans sa mémoire pour signer le challenge, le message envoyé, et prouver que c'est une carte bancaire génuine et que ce n'est pas une fausse carte bancaire. Alors, il se trouve que je vous passe des explications complexes avec plein d'équations, mais l'implémentation la plus classique de RSA, c'est ce qu'on appelle l'implémentation RSA-CRT pour Chinese Remainder Theorem, théorème des restes chinois, où en fait, on va faire deux petites exponentiations. Et donc, en fait, dans le motif rose, pardon, je ne vous ai pas redétaillé. Encore une fois, le jaune, c'est l'envoi et la réception de la commande à la carte bancaire. Le rose, c'est l'activité électromagnétique. Et le bleu turquoise, c'est l'activité. Pardon, le rose, c'est l'activité électrique. Et le bleu turquoise, c'est l'activité électromagnétique. Et donc, effectivement, les deux gros motifs qu'on voit dans le bleu turquoise, c'est les deux parties du RSA-CRT. Non, ça vous êtes un peu obligé de me croire sur parole. Mais voilà, on retrouve de façon macroscopique dans l'activité électrique ou électromagnétique, on peut déjà comprendre un petit peu, faire un premier niveau de rétroconception de qu'est-ce que le circuit intégré est en train de faire comme calcul. Alors, une fois qu'on a du coup construit notre plateforme d'attaque par canaux auxiliaire, qu'on a fait des mesures et qu'on sait les rapatrier sur notre ordinateur, qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, on peut appliquer un certain nombre de techniques, on va dire, de pré-processing pour un peu nettoyer nos signaux. Donc, il y a des techniques qui sont issues du traitement du signal, comme le filtrage, des choses comme ça. Il y a des techniques de réduction de dimension. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce serait un peu compliqué à expliquer comme ça. Le point important que je veux vous illustrer, c'est ce qu'on appelle la resynchronisation. Donc, j'ai un exemple, la suite de l'exemple précédent, qui pour vous permettre de comprendre cet aspect-là. Donc là, voilà le calcul AES qu'on a acquis tout à l'heure. Donc la courbe, l'activité électromagnétique d'un calcul AES qu'on a acquis tout à l'heure. Or, pour pouvoir jouer une attaque par canaux auxiliaire, il va nous falloir plein de mesures comme ça. Donc, on va envoyer plein de fois la commande de calcul AES à notre carte à puce. À chaque fois, on va envoyer un message différent. Et notre carte à puce, elle va utiliser sa clé secrète, la même clé secrète, pour chiffrer les centaines ou les milliers de messages différents qu'on lui envoie. Donc maintenant, si on acquiert plein de fois nos mesures, nos courbes d'activité électromagnétique, et qu'on les superpose, voilà ce qu'on obtient. Donc là, j'ai superposé 10 courbes correspondant à 10 calculs qui ont été réalisés à la suite. On voit que ces courbes, elles ne sont pas parfaitement alignées. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait ensuite vouloir faire des traitements statistiques. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que chaque étape de calcul dans l'activité électromagnétique, pour chaque courbe, soit alignée temporellement avec la courbe précédente et la courbe suivante. Donc, généralement, l'étape de resynchronisation, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre ces courbes et faire un petit algorithme, un petit programme pour découper les courbes suivant un certain nombre de motifs qu'on a définis, et ensuite recaler les courbes pour qu'elles se superposent les unes par rapport aux autres. Donc, si je vous donne un exemple sur ces courbes-là du résultat d'une resynchronisation, voilà ce que ça nous donne. Comme vous pouvez le voir, on a découpé les courbes une à une. Donc, par exemple, si je reprends cette courbe-là, en fait, les espèces de double pic dont je vous parlais tout à l'heure, on va découper la courbe en 10 petits morceaux, hein, à chaque fois en scalant sur les espèces de double pic. Et puis, on va ensuite recoller les différents morceaux de façon équidistante. Et on va faire ça pour chaque courbe.
Et du coup, ça nous permet d'obtenir ça ensuite, où on voit d'ailleurs que, par exemple, le premier grand pic, on voit qu'il y a du vert et du rouge ensuite, etc. Et ben, c'est que les différentes courbes, on les a découpées et recollées de façon équidistante pour qu'ensuite, qu'on les superpose les unes par rapport aux autres, eh bien, les motifs d'intérêt, ils sont maintenant bien alignés. Donc ça, c'est une étape qui est assez importante dans les attaques par canaux auxiliaires. C'est quelque chose qui, il n'y a pas de, il y a pas de méthode toute faite. Donc c'est beaucoup d'huile de coude quand on fait ça en pratique. Il se trouve qui plus est que les circuits intégrés qui sont conçus pour se protéger contre ce genre d'attaque, typiquement les composants carte à puce d'un haut niveau de sécurité qui sont conçus pour finir comme carte bancaire ou passeport biométrique, ils vont en plus avoir l'horloge interne qui rythme les calculs. Souvent, elle est conçue pour changer régulièrement de fréquence. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, sur cette courbe, on voit que les motifs ne sont pas parfaitement équidistants. C'est parce que l'horloge interne du composant, elle est conçue pour régulièrement changer de rythme et perturber le travail de l'attaquant. À l'inverse, la courbe que je vous montrais tout à l'heure, celle-là, par exemple, donc le FPGA, qui plus, là, c'était plus comment dire, un cas d'étude en mode recherche. On peut voir que là, les différents pics, ils sont parfaitement équidistants parce que l'horloge de ce composant-là, elle n'a pas été conçue comment dire, pour changer régulièrement de fréquence. Et donc là, on est plus dans un cas d'étude école, on va dire, alors que sur notre carte à puce avec nos calculs AES, eh bien là, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, industriel, où il y a des méthodes défensives qui ont été implémentées. Donc voilà, là, on a resynchronisé nos mesures. Donc on peut maintenant acquérir des milliers, des centaines de milliers de mesures et puis appliquer notre programme de resynchronisation dessus. Et on obtiendra voilà, des courbes resynchronisées qui ont cette tête-là. Alors, elles ne sont pas parfaitement synchronisées. Hein. On peut voir qu'il y a des endroits où ce n'est pas très beau. Mais bon, on a quelque chose de resynchronisé de façon globale et ça devrait nous suffire pour la suite. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on arrive vraiment au cœur des attaques par canaux auxiliaires, où là, il y a pas mal de méthodes différentes. Donc, ça va être souvent des méthodes algorithmiques, où il y a généralement un concept de base qui est tout le temps appliqué. C'est que si je reprends l'exemple de l'AES, l'AES, on a une clé de 16 octets qui est utilisée. Et donc, 16 octets, ça fait 128 bits. Donc, si je dois tester toutes les clés possibles, ça fait beaucoup trop. Ça fait 2 puissance 128. Et ça, 2 puissance 128, même tous les ordinateurs du monde pendant 1000 ans, on n'y arrive pas. Donc, en fait, ce qu'on va faire en attaque par canaux auxiliaire, c'est que comme les calculs qui sont faits dans le composant, qu'ils soient faits de façon séquentielle ou de façon parallèle, eh bien, en fait, les différents petits calculs, ils se superposent les uns aux autres. Donc, en fait, notre clé de 16 octets, notre clé d'AES de 16 octets, on va l'attaquer octet par octet. On va appliquer un concept qui s'appelle diviser pour régner. Donc, à la base, c'était un terme issu du monde militaire il y a des siècles et des siècles. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va se dire, au lieu de devoir attaquer notre clé AES de 16 octets d'un coup, eh bien, on va d'abord attaquer le premier octet de la clé AES. Et dans un premier temps, on ne regarde que le premier octet de la clé, et les 15 autres octets de clé, on ne s'y occupe pas pour l'instant. Et un octet, c'est 128 bits, c'est 256 bits, pardon. Donc, du coup, c'est qu'est-ce que je vous dis, pardon non, un octet, c'est 8 bits. Donc, ça fait 2 puissance 8 possibilités, 2 puissance 8 valeurs possibles pour mon octet à prendre. Et donc, 2 puissance 8, ça fait 256 valeurs possibles. Donc, en fait, au lieu de devoir faire 2 puissance 128 tests de clés différentes, eh bien, si j'attaque mes 16 octets de clés d'AES indépendamment les uns des autres et que chaque octet, il peut prendre 256 valeurs, de 2 puissance 128, je vais passer à 16 fois 16 morceaux de clés à traiter indépendamment fois 2 puissance 8. Donc, ça nous fait 2 puissance 12 à la fin. 2 puissance... On passe de 2 puissance 128 à 2 puissance 12 de complexité, ce qui est beaucoup plus raisonnable et qui se fait très classiquement avec un ordinateur moderne. Donc ensuite, là, je vous ai mis plein de noms d'attaques par canaux auxiliaires. Donc, elles ont chacune eu un petit nom. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, mais voilà, il y a plusieurs approches.
Je ne rentre pas trop dans les détails non plus parce qu'on pourrait y passer des heures et des jours. Celle-là, la SPA, la Simple Power Analysis, c'est la première technique d'attaque qui a été inventée, qui est assez simple à comprendre conceptuellement. Je vous donnerai un exemple par la suite. La DPA, c'est une méthode d'attaque où on prend plein de mesures et ensuite on vient faire des calculs différentiels pour mettre en exergue la bonne hypothèse de clé. Ensuite, voilà, il y a des méthodes, on va dire, un peu plus originales, l'attaque Big Mac, etc., l'attaque template. Donc, voilà encore d'autres exemples d'attaques. Vous pouvez voir que très récemment, le deep learning arrive aussi dans ce petit domaine particulier, où on commence aussi à utiliser des méthodes basées sur le deep learning. Voilà. Et puis, généralement, pour nous aider à mettre en évidence quelle est la bonne valeur de clé, on va utiliser ce qu'on appelle un distingueur statistique, un distingueur, un side channel distinguisher. Et donc là, je vous ai mis une liste non exhaustive de distingueurs qui sont utilisés dans l'attaque par canaux auxiliaires. On va dire qu'en fait, souvent, c'est des outils de statistiques qui ont des dizaines, voire des siècles d'existence, qui ont été réutilisés et adaptés aux besoins pratiques des attaques par canaux auxiliaires. Quelques mots, ouais, donc là, c'est quelques exemples de techniques. Une attaque par canaux auxiliaire, donc comme je vous disais, là, on utilise diviser pour régner, divide and conquer en anglais. Et il peut arriver dans une attaque par canaux auxiliaire que comme on attaque, comme on essaie de retrouver une clé, la clé secrète cryptographique octet par octet, eh bien, dans certains cas, on ne va pas forcément retrouver toute la clé, tous les octets de clé, parce qu'on a fait un certain nombre de mesures et que, par exemple, les 14 premiers octets, on les a retrouvés, ça a suffi, mais les 2 derniers octets, eh bien, ils étaient manipulés dans un moment dans les courbes où il y a plus de bruit, par exemple, et du coup, on n'a pas réussi à retrouver tous les octets. Donc, du coup, il y a des méthodes qui vont consister à, par exemple, faire une brute force partielle pour essayer de retrouver les octets qui n'ont pas été retrouvés par l'attaque par canaux auxiliaire. Où il y a aussi des méthodes qu'on appelle algorithmes d'énumération de clés, où on va faire en quelque sorte une brute force intelligente en fonction des résultats statistiques de l'attaque par canaux auxiliaire. Alors, voilà un petit exemple de l'attaque SPA sur RSA. Donc, juste quelques rappels sur RSA. On a M, le message assigné. On a N qui est le module RSA. Donc, N, c'est public. Et D, c'est l'exposant secret. Et donc, pour faire une signature RSA, si je veux signer mon message, je fais M puissance D modulo N. Et le résultat, eh bien, ça va être ma signature. Donc, en fait, comment on fait ça en pratique? Parce que là, en pratique, dans RSA, le M et le N et le D, généralement, ils font 1024 bits ou 2048 bits. Donc, du coup, ce calcul, on ne peut pas le faire comme ça d'une traite, ça serait trop coûteux. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une boucle for et on parcourt tous les bits de D, donc du secret. Et à chaque étape, donc on a initialisé notre registre de résultats à 1. À chaque étape, notre registre de résultats, on le met au carré. Et si le bit courant de l'exposant secret D il vaut 1, alors notre registre R, on le multiplie à M. Donc du coup, l'algorithme, ce qu'il faut que vous reteniez, l'algorithme s'appelle square et multiply, c'est qu'à chaque tour de boucle, on fait un square, on fait une mise au carré, et seulement une fois de temps en temps, si le bit courant de l'exposant vaut 1, on fait en plus multiplication. Donc, du coup, ce que vous pouvez voir, c'est que quand le bit courant il va valoir 0, on va faire que la mise au carré. Et quand le bit courant il vaut 1, on va faire mise au carré plus multiplication. Donc maintenant, si je vous montre une petite courbe qui correspond à ce calcul de signature RSA, et si je vous dis qu'en général, une mise au carré, c'est un peu plus court qu'une multiplication, puisqu'une mise au carré, c'est quoi? C'est une multiplication avec les deux mêmes entrées.
alors qu'une multiplication comme ça, c'est deux entrées différentes. Et donc, du coup, là, si on voit notre calcul RSA, et ben, à chaque fois qu'on voit un motif qui est assez petit, on sait que c'est une mise au carré. Et à chaque fois qu'on voit un motif plus grand, on sait que c'est une multiplication. Or, on a vu précédemment que quand il y a une mise au carré toute seule, ça veut dire que le bit d'exposant courant il vaut 0. Et quand il y a une mise au carré suivie d'une multiplication, ça veut dire que le bit courant de l'exposant vaut 1. Donc, dès qu'on voit un petit motif, un grand motif, eh ben, on sait que c'est mise au carré et multiplication. Donc, du coup, c'est que le bit d'exposant courant vaut 1. Et quand on voit une mise au carré toute seule, on sait que le bit courant d'exposant vaut 0. Et donc, du coup, l'attaque SPA, c'est ça. C'est que du coup, avec cette déduction de motifs, eh bien, on peut quasiment relire la clé secrète RSA sur la courbe. Donc là, je vous ai illustré l'attaque SPA sur RSA sur les premiers bits de l'exposant. Voilà. Alors du coup, pour comment on se protège de cette attaque, eh bien, une façon assez simple de se protéger, si on reprend l'algorithme Square and Multiply Always, Square and Multiply, eh bien, il y a une version qui s'appelle Square and Multiply Always, où le if ici, on va ajouter un else, on va avoir un registre R' qui va être un registre poubelle, on va dire. Et donc, quand le bit courant d'exposant vaut 1, on fait notre multiplication comme précédemment. Mais si le bit courant d'exposant vaut 0, alors on va faire R' égale R' fois M. Donc, on va faire un calcul inutile, mais qui va nous permettre d'équilibrer temporellement les choses. Et donc, du coup, notre algorithme naïf Square Multiply, qu'on vient de voir, qui est sensible à l'attaque SPA, on va pouvoir le transformer en algorithme Square Multiply Always, qui va du coup nous coûter plus cher en temps de calcul, parce que tantôt on fera des calculs inutiles, mais qui nous permettra d'avoir un temps constant et du coup de ne plus être susceptible à l'attaque SPA. Voilà pour l'illustration. Alors, comment on se protège de manière plus générale contre les attaques par canaux auxiliaires? Il y a pas mal d'approches différentes. Il y a pas mal de chercheurs industriels qui ont travaillé sur ces problématiques depuis l'avènement de ces attaques-là, dans les années 90. Donc, il y a pas mal d'approches, à la fois au niveau matériel qu'au niveau logiciel, qu'au niveau, on va dire, plus mathématique. Donc, je vous passe les différentes techniques de manière très, très générique. Une première approche, ça va consister à ajouter du bruit. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de jitter clock, ça c'est une horloge JT, une horloge qui change de fréquence régulièrement. C'est l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, qui était illustré avec les courbes d'AES qu'on a dû resynchroniser. Il peut y avoir aussi des petits blocs matériels qui génèrent du bruit dans le circuit intégré. Il y a des approches où on va essayer d'équilibrer ou de randomiser la fuite d'informations. Donc ça, c'est des techniques de logique de semi-conducteur où chaque bit va être encodé sur plusieurs fils pour qu'on puisse en quelque sorte équilibrer la consommation électrique. Et là, ces techniques, elles ont eu à une époque le vent en poupe au niveau dans le monde de la recherche scientifique sur ces sujets-là, mais ça coûte très cher. Du coup, ça n'a jamais été vraiment implémenté par les industriels. Une autre approche qui s'applique plutôt au niveau algorithmique, ça va être d'insérer des random delay ou d'insérer des instructions inutiles de façon aléatoire. On peut aussi, de temps en temps, échanger l'ordre des opérations, encore une fois de façon aléatoire, donc d'un calcul à l'autre. Si je fais faire 2 fois le même calcul, eh bien, potentiellement, des opérations de mon calcul qui peuvent être faites dans un ordre où il n'y a pas forcément tout le temps besoin de les faire dans un ordre précis, eh bien, on peut s'amuser à changer l'ordre de ces opérations de façon aléatoire d'un calcul à l'autre pour que l'attaquant ne sache plus trop quel motif correspond à quoi. Et puis, les techniques les plus puissantes qui sont utilisées de nos jours, c'est ce qu'on appelle les techniques de masquage, où en fait, on va masquer avec des nombres aléatoires la carte à puce. Au début du calcul cryptographique, elle va tirer de l'aléa, donc elle va générer des nombres aléatoires, et elle va mélanger le secret ou le message avec ce nombre aléatoire. Elle va faire le calcul cryptographique,
et à la fin du calcul, elle va refaire une opération pour soustraire l'ajout du nombre aléatoire qui avait été fait initialement pour qu'on retombe sur le bon calcul cryptographique qu'on espérait au début. Et le fait de rajouter de l'aléa avec ces techniques de masquage, ça va permettre que l'attaquant ne sait plus vraiment ce qui est en train de se calculer pendant le calcul cryptographique et ne peut plus faire ses hypothèses, tout au moins dans une certaine mesure, pour aller faire ces corrélations ou essayer de déduire des choses de façon statistique sur ce qui est en train de se passer. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'attaques par canaux auxiliaires qui avaient été réalisées sur des produits commerciaux et qui avaient été publiés dans les conférences scientifiques pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a, des implications que ça peut avoir sur des produits réels. Alors, le premier exemple, c'est un exemple qui a maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est un système qui s'appelait Keylock, qui était un système de clés de voiture. Donc, c'était un système qu'on retrouvait sur un certain nombre de marques de voitures, plutôt les voitures haut de gamme, des voitures de luxe. Et donc, voilà, vous voyez, ce système de clés sans contact pour déverrouiller ou verrouiller sa voiture. Et donc, cette société faisait un système Keylock. Et donc là, c'est des chercheurs allemands qui avaient travaillé sur ce système. Et ils s'étaient rendus compte que le système, il était basé sur un algorithme de cryptographie propriétaire et que d'ailleurs, c'était aussi utilisé pour ouvrir des portes de garage, des choses comme ça. Et du coup, leur étude avait montré que s'ils pouvaient voler la clé de voiture d'un usager et y avoir accès pendant vraiment pas longtemps, hein, pendant quelques dizaines de minutes, avec 10 mesures, s'ils réalisaient 10 mesures de consommation de la clé de voiture, donc ils appuyaient 10 fois sur la clé de voiture, ils mesuraient le courant électrique du composant de la clé de voiture à chaque fois qu'ils appuyaient dessus, et bien avec ça, ils arrivaient à retrouver le secret cryptographique qui était enfoui dans le composant de la clé de voiture, et qu'ils arrivaient du coup carrément à retrouver la clé manufactureur, donc c'était carrément le secret qui permettait ensuite d'ouvrir toutes les voitures. Donc ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Le fabricant a dû mettre à jour forcément son système, puisqu'il y avait des voitures qui étaient sensibles à ça. Alors, j'en ai plusieurs des exemples, je ne vais peut-être pas tous vous les faire. Qu'est-ce que celui-là? Ça, c'est l'ancienne NXP, c'est une grosse société mondiale qui fabrique des composants de cartes à puce, et notamment, c'est le leader mondial des cartes à puce sans contact. Donc, votre badge de l'université, c'est probablement une puce NXP. Et NXP, ils ont une gamme de produits qui s'appelle MyFair. Donc, c'est la gamme MyFair, c'est toutes ces cartes sans contact, donc qui vont permettre de ouvrir à des bâtiments dans les entreprises ou les universités, ou qui vont permettre maintenant qu'on va avoir un match de football, par exemple, ou un match de sport, on a aussi maintenant, dans certains cas, des tickets qui contiennent une puce en contact à l'intérieur. Et c'est aussi de la technologie MyFair. Donc, il y a la gamme de produits est assez vaste, il y a plusieurs types de produits. Toujours est-il que encore des chercheurs allemands dans les début des années 2010, la version la plus sécurisée de cette gamme MyFair, ils avaient travaillé dessus, ils avaient essayé de voir si c'était résistant aux attaques par canaux auxiliaires, et ils s'étaient rendu compte que si ils pouvaient avoir accès à la carte à puce sans contact pendant un certain nombre d'heures et qui leur permettait de faire 250 000 mesures, là ils avaient besoin de 250 000 mesures, et bien ensuite, ils pouvaient réaliser une attaque par canaux auxiliaire sur les mesures, extraire le secret cryptographique, et ça leur permettait de cloner la carte. Donc, du coup, la société NXP, en réponse à ça, eh bien, elle a arrêté de vendre ce produit. Heureusement, entre-temps, elle avait déjà sorti les nouvelles versions des produits qui sont, eux, plus sécurisés. Voilà, bon, ça, je vais passer, c'est pas très intéressant. Et ça non plus. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des attaques par canaux auxiliaires. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Alors, attendez, moi j'ai perdu. Hop, non, c'est bon, il y a tout le monde. Non, apparemment non. Est-ce que ça vous va de faire, il est quelle heure là, 15h20, on est à peu près au milieu. Ça vous va de faire une petite pause jusqu'à, disons, 35? Je reprends à 35. Je vous mets ça dans le chat.
Donc, je mute, mais je laisse tourner donc, si possible, rester connecté, comme ça on n'a pas à tous se reconnecter ensuite.
On va reprendre. J'attends encore une petite minute. Allez, on reprend. Donc, du coup, après vous avoir parlé du domaine des attaques physiques en général, et puis des attaques par canaux auxiliaires, maintenant je vais vous parler des attaques par faute. Alors, les attaques par faute, on va d'abord commencer par un peu de zoologie de la faute. Alors, il y a plein de façons de générer une faute dans un circuit intégré. Alors, le moyen le plus évident, on va dire, ça va être de jouer sur l'alimentation du circuit intégré. Donc, soit en suralimentant, soit en sous-alimentant le circuit intégré pendant une courte période. Une autre approche, ça va être de jouer avec l'horloge du circuit intégré. Il faut savoir que la grande majorité des circuits intégrés qu'on a dans nos systèmes électroniques sont des circuits intégrés synchrones. Ça veut dire qu'il y a une horloge, il y a un bloc qui génère un signal d'horloge, et que ce signal d'horloge vient rythmer les différents calculs de notre circuit intégré. Typiquement, votre processeur Intel, quand il tourne à 3 GHz, eh bien, ça veut dire qu'il y a une horloge qui génère un signal carré, plus ou moins carré, à une fréquence de 3 GHz. Une troisième approche, ça va être d'injecter de la lumière dans le circuit intégré. Il se trouve que les circuits intégrés sont sensibles à la lumière. Alors, on verra que ça demande certains prérequis. Une quatrième approche, c'est d'injecter un champ électromagnétique. Donc, de manière… quand on faisait une mesure d'activité électromagnétique, tout à l'heure en attaque par canaux auxiliaire, c'était le composant qui émettait un champ électromagnétique qu'on mesurait avec notre petite bobine. Mais le concept marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que si j'envoie un fort courant dans ma bobine pendant une très courte période, ça va créer un champ électromagnétique aux bandes de ma bobine. Et si elle est placée au-dessus de mon composant, eh bien, ça va envoyer de l'énergie électromagnétique dans le composant. Et du coup, cette énergie va ensuite se retransformer en énergie électrique. Et du coup, ça va faire une surconsommation locale. Une autre méthode consiste à modifier physiquement le circuit intégré, donc de façon, on va dire, semi-permanente ou permanente. Donc, par exemple, mon circuit intégré, alors qu'il est éteint, on peut imaginer que j'aille couper de façon très précise, avec un laser de découpe, un des petits rails de métaux du circuit pour modifier sa fonction. Et là, du coup, c'est une faute, on va dire, permanente. Et puis, ces dernières années, on a vu plusieurs travaux de recherche où des chercheurs ont proposé des approches où ils arrivent à induire une faute physique depuis le logiciel. Alors, un concept historique que peut-être certains d'entre vous ont déjà mis en œuvre pour builder leur ordinateur, c'est ce qu'on appelle l'overclocking. Donc, c'est j'achète un PC, il est conçu pour tourner à 3 GHz, le processeur Intel tourne à 3 GHz, mais il est possible de un petit peu augmenter sa fréquence de fonctionnement pour qu'il aille plus vite, par exemple, pour faire des jeux vidéo. Eh bien, d'une manière un peu similaire, on peut, depuis le logiciel, essayer de faire en sorte que le matériel tourne à une fréquence plus élevée jusqu'à ce qu'il aille trop vite et qu'il se mette à faire des erreurs de calcul. Et donc là, c'est un exemple d'une faute physique qui est générée depuis le logiciel. Alors ensuite, une faute peut avoir plusieurs caractéristiques.
Donc, la durée de la faute, ça peut être une faute transiente ou une faute permanente. Donc, les exemples précédents, par exemple, injecter un glitch électrique sur l'alimentation du composant, bah, ça, c'est une faute transiente. Par contre, si je viens découper avec un laser de découpe un petit rail de métal de mon composant, là, du coup, c'est une faute permanente. Ensuite, les effets peuvent être différents. Typiquement, un processeur, il va avoir deux types de choses qu'il a en entrée. Ça va être le flow des opérations, donc en gros les instructions assembleurs, et puis les opérandes. Donc, une instruction assembleur, ça va être par exemple charge telle donnée de la mémoire RAM dans ton registre, et l'opérande, ça va être la donnée. Voilà. Ou si par exemple le processeur il doit faire un XOR entre deux données, et le flow d'opération, c'est le XOR, et les opérandes, c'est les deux données qu'il va devoir XORer. Et puis, on peut avoir différents objectifs, parce que faire une faute dans un composant, OK, mais à quoi ça sert en vrai? Eh bien, on peut par exemple vouloir bypasser un mécanisme de sécurité. Donc, par exemple, une vérification de code PIN. Si dans ma carte bancaire, le code PIN de référence qui est inscrit dans la mémoire, c'est 1, 2, 3, 4, et que moi, sur le terminal de paiement, je tape le code 4x0, le code 4x0, il est envoyé par le terminal à ma carte bancaire. Elle vient comparer, est-ce que le code présenté 4x0 est égal au code de référence que j'ai en mémoire, qui est 1, 2, 3, 4. Si oui, dans ce cas-là, le porteur s'est authentifié, sinon, il ne s'est pas authentifié. Et si au moment où ma carte bancaire elle réalise cette comparaison, elle fait ce if entre le code présenté et le code de référence, si à ce moment-là, je lui injecte une faute, eh bien, potentiellement, le résultat du if peut être ah ben oui, c'est bien égal, alors qu'en fait, j'ai présenté 4x0 et que le code de référence, c'est 1, 2, 3, 4. Donc voilà un premier exemple, bypasser une vérification de code PIN ou d'un autre type de vérification. Ça peut permettre aussi de bypasser des contrôles d'accès à un système de fichiers. Par exemple, dans les cartes SIM, alors c'est moins le cas maintenant, mais historiquement, on stockait les numéros de téléphone qu'on enregistrait sur notre téléphone mobile. Historiquement, c'était stocké dans la carte SIM. Bon, maintenant, avec les smartphones, c'est un peu moins vrai, mais admettons. Et donc, il arrivait, par exemple, que des services de police, dans le cadre d'enquêtes, ils devaient ressortir les numéros de téléphone d'une carte SIM d'un suspect, par exemple d'un terroriste ou de quelqu'un qui a commis un crime. Et si le suspect ne voulait pas donner son code PIN, ou si le suspect avait été, par exemple, tué, et bien, du coup, comment on fait pour accéder à la carte SIM alors qu'il faut déverrouiller, il faut rentrer le code PIN de la carte SIM pour avoir accès ensuite au numéro du répertoire? Eh bien, on peut envoyer la commande qui dit « Je voudrais lire la première entrée du répertoire de la carte SIM ». La carte SIM va vérifier est-ce qu'en amont, on s'est bien authentifié en rentrant le bon code PIN de la carte SIM. Eh bien, on peut envoyer une faute pour bypasser cette vérification d'accès. Voilà. On va voir aussi qu'on peut utiliser les attaques par faute pour attaquer des cryptosystèmes, donc faire de la cryptanalyse basée sur les fautes. Et puis, il y a d'autres approches un peu tordues, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des technologies type JavaCard, où donc JavaCard, c'est une technologie, c'est un sous-ensemble de Java qui a été conçu pour les mondes des cartes à puce. Et donc, le concept, c'est qu'en fait, on a une carte à puce avec un OS JavaCard, et ensuite, on peut développer plusieurs applications JavaCard qu'on appelle des applets. Et le modèle de sécurité de JavaCard est tel qu'une application numéro 1 qui tourne sur une carte à puce JavaCard n'est pas censée pouvoir accéder aux données de l'application numéro 2 qui tourne sur la même JavaCard. Et donc, du coup, il y a des techniques d'attaque où on va concevoir une application JavaCard qui paraît bénigne comme ça. On l'injecte dans la carte à puce, et au moment où elle est en train de tourner, on injecte une faute pour changer le code de notre application JavaCard et la rendre malveillante. Voilà, on appelle les attaques combinées. Alors, quelques mots sur la cryptanalyse basée sur les fautes.
Alors, l'idée, ça va être de perturber l'exécution de l'opération cryptographique pour obtenir des résultats fautés, erronés. Alors, généralement, on a besoin de faire des hypothèses sur deux choses. Dans tout le calcul cryptographique, sur quelle valeur intermédiaire on va faire une faute. Donc, si je réécris d'un point de vue algorithmique mon opération cryptographique, c'est à quelle étape j'espère réaliser une faute et comment ça va se transposer d'un point de vue, on va dire, mathématique. Et puis, quel va être l'effet de l'injection de la faute sur la valeur intermédiaire. Si, par exemple, au moment où il y a un octet qui est manipulé, est-ce que la faute, ça va faire que cet octet, il va se transformer en la valeur 0? Est-ce qu'il va se transformer en la valeur 255? Est-ce qu'il va se transformer en une valeur aléatoire? Voilà, ces différentes hypothèses vont permettre d'imaginer des attaques par faute plus ou moins complexes. Et donc, l'idée, ça va être pour l'attaquant, donc une fois qu'il a obtenu des résultats corrects et fautés d'un calcul cryptographique, d'appliquer les méthodes algorithmiques pour essayer de retrouver le secret. Donc, encore une fois, dans cette classe d'attaque, on va utiliser la stratégie de diviser pour régner, où on va généralement attaquer les clés morceau par morceau pour réduire la complexité totale de l'attaque. Alors, quelques mots, un peu comme de manière similaire aux attaques par canaux auxiliaires, quelques mots sur les différentes méthodes physiques pour injecter des fautes. Donc, la première approche, comme je vous le disais, ça va être de soit sous-alimenter, soit suralimenter son circuit intégré pendant un temps très court. Donc, quand on suralimente un circuit intégré pendant un temps plus ou moins court, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, généralement, il reçoit trop de courant et il n'arrive pas à le gérer. Et du coup, ça fait un peu ce qu'on va appeler des courts-circuits locaux. C'est un peu comme si on avait une rivière avec un barrage et que soudainement, on lui envoyait 3 fois trop de débit d'eau pour ce que la rivière et le barrage sont censés pouvoir supporter. Et donc, du coup, si on fait ça, il risque d'y avoir comme des petits ruisseaux qui vont se créer sur le côté et pour que l'eau s'écoule, quoi. Maintenant, quand on sous-alimente, qu'est-ce qui se passe quand on sous-alimente un circuit intégré pendant un temps plus ou moins court? Eh bien, si on sous-alimente notre circuit intégré pendant un temps très court, mais on continue quand même à l'alimenter un petit peu, donc il ne s'éteint pas le composant, mais par exemple, si c'est un instant où il est en train de calculer, de réaliser une opération qui est très coûteuse, par exemple une lecture-écriture-mémoire, quand le processeur il va lire ou écrire dans la RAM, ça, comme les données elles transitent d'un bloc à un autre bloc matériel dans le composant, ça consomme plus d'énergie qu'une opération plus simple qui reste dans le processeur. Donc, une opération comme ça, plus coûteuse en énergie, eh bien, si au même moment on sous-alimente légèrement le composant, il y a des chances que l'écriture ou la lecture mémoire elle soit réalisée, mais avec une mauvaise donnée, ou que le composant n'ait pas assez d'énergie pour écrire complètement la bonne valeur en mémoire. Donc, du coup, il va en résulter une faute logique. Donc, généralement, suralimenter ou sous-alimenter un composant, c'est une attaque qui n'est pas très onéreuse au niveau coût des équipements, parce que souvent, on va le faire avec des équipements de base de laboratoire d'électronique, et aussi souvent, ça va être avec des petits montages faits maison. Donc, c'est plus du savoir-faire qu'un équipement onéreux qui est requis. Alors, qu'est-ce que l'adversaire peut faire dans ce cas-là? Eh bien, généralement, il va pouvoir jouer sur l'amplitude du glitch électrique, donc le glitch électrique, la surtension qu'on envoie, la durée du glitch et puis la forme du glitch. Néanmoins, généralement, la précision de la faute est très… on n'a pas de contrôle sur la précision de la faute parce qu'en fait, on va envoyer la surtension, le glitch électrique qu'on envoie dans le composant, on l'envoie dans tout le composant. Donc, on ne sait pas exactement, au niveau d'un point de vue localisation spatiale, on ne sait pas quel morceau, quel bloc matériel va subir la surtension. Et donc, du coup, on tape de façon un peu grossière et puis on voit le résultat et après, on essaie de déduire des choses. Alors, il y a une variante qui a été proposée il y a une petite dizaine d'années par des chercheurs de Montpellier et de Marseille qui consiste à, plutôt que d'aller injecter le courant électrique sur une patte d'entrée du composant, eh bien, si on sait ouvrir, comme sur la photo qui est illustrée ici, si on sait ouvrir
le boîtier du composant. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte à puce. Donc on a mis un coup de scalpel, un coup de cutter pour ouvrir la carte à puce tout en la laissant fonctionnelle. Et on voit la puce la puce de la carte à puce qui est mise à nu. Et donc là, on vient poser une petite aiguille métallique sur l'arrière du composant. Là, en l'occurrence, qu'on voit, ce qui ressemble un petit peu à un miroir, c'est l'arrière du composant, c'est le silicium. Et on vient injecter son courant directement comme ça, en contact avec le circuit intégré. Donc ça s'appelle la technique de BBI. Bon, c'est quelque chose d'assez de peu courant, donc c'est vraiment un titre illustratif que je vous en parle. Ensuite, une deuxième approche, ça va être donc de jouer avec l'horloge qui fournit le signal d'horloge au composant. Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est que pour injecter une faute, on va réduire une ou plusieurs périodes d'horloge. Donc si notre composant il tourne à 10 MHz, par exemple, donc généralement, ça veut dire une période de 100 nanosecondes, eh bien, on peut, pendant quelques cycles d'horloge, lui envoyer un signal d'horloge plus court. Et donc, du coup, ce qui risque de se passer, c'est que le circuit intégré il va continuer à fonctionner, sauf qu'il aura moins de temps pendant les quelques cycles d'horloge qu'on aura réduits pour faire ses calculs, et qu'il y a des chances qu'il n'arrive sur un des cycles d'horloge qu'on a réduit, qu'il n'arrive pas à faire le calcul qu'il est censé faire jusqu'au bout. C'est un peu comme si je vous fais faire une multiplication, par exemple 1328 fois 722, et donc, vous l'écrivez sur une feuille de papier comme on a appris à le faire à l'école primaire, où vous posez vos retenues, etc. Donc, si je vous laisse faire la multiplication, normalement, sur le papier, vous allez la faire et puis me donner le bon résultat. Si maintenant, je vous redemande la même multiplication et qu'avant que vous ayez le temps de finir la multiplication sur le papier, je vous tire la feuille, et bien du coup, le résultat qu'il y aura sur votre feuille, vous n'aurez pas fini de réaliser la multiplication, les différentes étapes de la multiplication, et du coup, il y aura un résultat erroné. C'est la même approche. Donc là, encore une fois, c'est une attaque qui ne coûte pas beaucoup de moyens. C'est encore une fois plus des équipements électroniques de base qui sont requis. Et puis souvent un petit montage maison pour s'adapter aux composants sur lesquels on veut injecter une faute. Donc encore une fois, l'adversaire peut, à un niveau de contrôle assez réduit, peut contrôler la durée de la période ou des périodes d'horloge qui sont réduites, et puis le nombre de périodes d'horloge qu'on va réduire. Et encore une fois, le contrôle qu'on a sur la précision de la faute est assez grossier. La réduction de la période d'horloge va s'appliquer à tout le composant. Et donc, du coup, on n'est pas du tout local au niveau spatialité. Une troisième approche, comme j'en parlais tout à l'heure, ça va être d'injecter un faisceau lumineux dans le circuit intégré. Alors là, il faut que je vous explique pourquoi ça fonctionne. C'est parce que le silicium, alors, comment dire, quand on envoie de l'énergie lumineuse dans des transistors, il y a un phénomène qui est un phénomène physique. Bon, voilà, c'est comme ça, les transistors sont comme ça. L'énergie lumineuse, généralement, va se transformer en énergie électrique, et du coup, ça va provoquer des petits glitches locaux, des petites surtensions locales au niveau des transistors. Et donc, c'est pour ça que quand on envoie de la lumière dans un transistor, généralement, c'est un peu comme si on lui branchait une petite pile. Il va réagir de façon anormale, puisqu'il va recevoir du courant que ce n'était pas prévu, donc il risque de changer d'état, ou alors que ce n'était pas prévu par le fonctionnement initial du composant. Donc, les vieilles approches pour les premières plateformes dans les années 90, des gens qui ont commencé à mettre ça au point, ils utilisaient des flashs d'appareils photo et pour injecter de la lumière. Et il prenait une feuille de papier opaque dans laquelle il faisait un petit trou pour que la lumière n'illumine qu'une partie du composant. Maintenant, les plateformes plus modernes utilisent une lumière artificielle inventée par l'humain qu'on appelle le laser. Donc, on a tous entendu parler des lasers, on a sûrement tous joué avec des pointeurs laser. Il faut savoir que le laser, ce n'est pas une lumière naturelle, hein, c'est une invention humaine. Et l'avantage du laser, c'est que la lumière, elle est très concentrée. Elle ne part pas en cône comme la lumière du soleil, par exemple, ou la lumière de nos lampes de nos maisons ou de nos bureaux. Donc, elle permet d'envoyer une lumière très concentrée et donc, du coup, où l'énergie est concentrée en un point très précis. Alors, un des problèmes
Alors oui, le prix de l'attaque, vous allez voir, là, on a besoin d'équipements plus spécialisés et notamment des modules laser qui peuvent être assez onéreux. Je vais vous montrer des photos d'exemples de plateformes. Donc là, tout de suite, c'est le genre de plateforme qui va coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas l'attaque qui est abordable pour quelques étudiants qui se retrouvent le week-end dans leur garage. Un prérequis important pour les attaques par faute basées sur l'injection de lumière, c'est qu'il va falloir ouvrir le package du circuit intégré, le boîtier du circuit intégré, parce que la lumière, elle ne va pas traverser le boîtier opaque. Elle est stoppée par le boîtier opaque du circuit intégré. Donc, du coup, il va falloir ouvrir soit la face avant, soit la face arrière du boîtier pour exposer la puce, le die du circuit intégré, et qu'on puisse envoyer un faisceau lumineux directement dans le cœur, on va dire, du circuit intégré. De plus, alors attendez, là pour ça, je vais revenir sur l'image tout à l'heure qui expliquait le schéma grossier. Voilà celle-là. Donc l'image de gauche, là, qui représente un schéma très grossier de à quoi ressemble l'intérieur d'un circuit intégré. Historiquement, on envoyait la lumière par le dessus. Donc du coup, quand les circuits intégrés n'étaient pas trop complexes, les différents rails de métaux, donc les blocs jaunes et rouges, ils n'étaient pas trop denses, et donc on avait toujours comme une petite fenêtre où il y avait le faisceau lumineux qui pouvait passer en travers des rails de métaux et aller chatouiller les transistors sur la partie bleue, où les transistors sont implantés. Mais les circuits intégrés modernes sont de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de niveaux de métaux, et la densité des rails de métaux est telle que maintenant, il n'y a plus vraiment de fenêtre, de jour qui permet d'envoyer un faisceau lumineux jusqu'au niveau du bleu. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à plutôt ouvrir le composant par la face arrière et on envoie le faisceau lumineux par en dessous. Et donc, du coup, le problème, c'est que le faisceau lumineux doit traverser toute l'épaisseur du bleu pour aller remonter jusqu'à la partie supérieure du bleu, là où sont implantés les transistors, et là où on veut envoyer l'énergie lumineuse pour faire changer d'état les transistors. Alors ça, je reviens maintenant à la présentation. Hop, hop. Voilà. Donc, de nos jours, on utilise une propriété intéressante du silicium, c'est que le silicium est transparent à la lumière infrarouge. Et donc, du coup, on envoie un faisceau infrarouge en dessous par l'arrière du composant. Le faisceau infrarouge va traverser le silicium, puisque le silicium est transparent à l'infrarouge. Et l'infrarouge va comme ça remonter le silicium pour aller ensuite le traverser et aller chatouiller les transistors. Et le phénomène photoélectrique, où l'énergie lumineuse se transforme en énergie électrique, aura bien lieu. Donc pour ça, on va utiliser des modules laser qui fournissent de laser infrarouge. Et donc, ça complexifie encore les équipements requis pour créer ce genre de plateforme. Donc voilà alors ça, c'est une vieille plateforme laser où c'était un des premiers montages qu'on avait réalisé, où en fait, on peut voir un fil noir qui se balade et qui ensuite traverse un tube métallique. Donc ça, ce tube, c'est une fibre optique qui est branchée à la diode laser qui crée le faisceau laser. Donc là, on peut voir un zoom et on voit le composant électronique, là, la puce de la carte à puce, donc on a mis à nu, comme je vous le disais, pour pouvoir injecter l'énergie lumineuse dans le composant. Et on devine le bout de la fibre optique donc, qui est quasiment posé sur le composant. Et donc, comme ça, on vient injecter l'énergie lumineuse de manière très précise dans le circuit intégré. Voilà, vous avez un exemple de plateforme laser beaucoup plus moderne, beaucoup plus professionnelle, où on utilise une colonne de microscope avec plusieurs entrées et sorties. Et donc, le tube principal, on vient injecter le faisceau laser par là. On peut voir des différents objectifs avec des bouts rouges. Donc ça, c'est des objectifs de microscope qui sont traités pour fonctionner à l'infrarouge. Donc on envoie le faisceau laser infrarouge à travers la colonne et
le bout du microscope va permettre d'amincir encore plus le faisceau lumineux pour avoir une tâche de faisceau laser encore plus précise. Et puis, sur le côté, l'espèce de gros câble gris, c'est une lumière spéciale infrarouge qu'on envoie pour que la caméra qui est dans la colonne de gauche, qui est une caméra spéciale infrarouge, nous permette de visualiser l'arrière du composant. Comme ça nous permet de nous positionner sur le composant, savoir où on est. Et comme ça, on peut voir notre tâche laser et savoir à quel endroit on est en train d'injecter un faisceau laser dans le composant. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'équipements sur la gauche, hein, les modules laser. Là, il y a des petits modules qui permettent de piloter le bras motorisé qui permet de faire bouger l'ensemble, parce que le tout est motorisé, ce qui va nous permettre de réaliser une cartographie spatiale du composant et d'aller injecter des faisceaux laser à plein de positions différentes dans la carte à puce et essayer de trouver la position qui est la plus sensible pour l'attaquant. Voilà. Donc là, au niveau coût, on est plutôt à des prix de 50 ou 100 000 euros pour la plateforme complète. Donc effectivement, c'est plutôt des applications industrielles ou particulières où les gens vont avoir les moyens pour mettre en œuvre ce genre d'attaque. Voilà, ce qui nous emmène à une quatrième type de méthode d'injection de faute, donc l'injection de faute électromagnétique. Donc là, l'idée, comme je vous l'avais expliqué un peu auparavant, ça va être d'injecter un champ électromagnétique à l'intérieur du circuit intégré. Donc l'avantage par rapport au laser, c'est que ça peut être fait sans enlever le package, le boîtier du circuit intégré. Parce que là, le champ électromagnétique qu'on va envoyer, c'est des ondes électromagnétiques qui sont à des fréquences telles qu'elles traversent. Typiquement, elles vont traverser une feuille de papier, une plaque de plastique, etc. C'est le même genre de fréquence que le Wi-Fi ou la 3G, etc. Donc, ça traverse les murs, tout ça. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un glitch électrique d'une grosse puissance qu'on va envoyer dans une petite sonde électromagnétique qui ressemble aux sondes qu'on utilisait pour les mesures tout à l'heure. Et cette sonde, elle est positionnée juste au-dessus du circuit intégré. Et donc, ce qui se passe, c'est que en envoyant un courant très fort dans la sonde, la sonde elle va créer un champ électromagnétique et le composant qui est juste en dessous, les différents rails de métaux du composant, ils vont se comporter comme une antenne et donc ils vont récupérer le champ électromagnétique qui va se transformer en énergie électrique et donc ça va faire une surtension à l'intérieur du composant. Donc là, encore une fois, c'est une attaque qui va être plus ou moins coûteuse parce qu'il va nous falloir un générateur d'impulsion électrique de forte puissance. Donc ça, c'est des genres d'appareils qui coûtent assez cher. La sonde d'injection électromagnétique, ça dépend à laquelle. Encore une fois, on peut en fabriquer soi-même, on peut en acheter des toutes faites. Donc c'est pareil, ça peut augmenter le coût. Et puis encore une fois, on va utiliser une plateforme motorisée XYZ qui va nous permettre de positionner la sonde d'injection au-dessus du composant à différentes positions et ensuite d'automatiser l'expérience pour refaire plein de tests à différentes positions spatiales. Et comme on n'a pas envie de bouger à la main 1000 fois ou 10 000 fois le système, et bien du coup, on a un bras motorisé qui nous permet de bouger la sonde de façon spatiale grâce à un programme qui pilote le tout. Donc là, vous avez un exemple d'expérience où on injecte. Alors là, c'est une carte électronique de smartphone où on avait à gauche, on a une antenne, l'antenne noire là, qui ressemble à un stylo. Elle, c'est une antenne de mesure. Donc, c'est les antennes qu'on avait vues dans la première partie sur l'attaque par canaux auxiliaires. Donc, elle nous permet de mesurer l'activité électromagnétique du circuit intégré pour savoir en détail quand est-ce que les calculs ont lieu. Et puis là, à l'arrière, on a la sonde d'injection électromagnétique qui, elle, va envoyer du coup le pulse électromagnétique. Et là, on essayait d'envoyer par l'arrière de la carte électronique un champ électromagnétique. Le but étant de perturber le processeur qu'on voit là pour essayer de le faire dérailler de son comportement normal et de générer une faute potentiellement pour pouvoir bypasser un mécanisme de sécurité. Alors, de manière similaire aux attaques par canaux auxiliaires, on a besoin d'un moyen de synchronisation temporelle aussi quand on fait les injections de faute.
On a même besoin d'un moyen de synchronisation encore plus précis que dans le cas des attaques par canaux auxiliaires, puisque dans le cas des attaques par canaux auxiliaires, on envoie une commande qui lance l'opération crypto, on mesure avec notre oscilloscope l'activité électrique ou électromagnétique, on l'enregistre, on recommence ça plein de fois, et puis une fois qu'on a fait nos milliers ou nos millions de mesures, seulement ensuite, on vient les traiter, notamment les resynchroniser et faire le calcul statistique. Donc on peut le faire en 2 étapes. Alors dans le cas d'une injection de faute, la faute, il faut l'envoyer au moment opportun où potentiellement on peut faire dérailler le programme. Et donc du coup, on a besoin de réagir en temps réel. J'envoie la commande à ma carte à puce. Ma carte à puce commence à faire son calcul de cryptographie, par exemple. Et donc, il va falloir qu'au moment où il y a un motif d'intérêt, où je sais qu'il y a un calcul que je vais perturber qui a lieu, il va falloir qu'en un temps très très court, j'ai un système qui dise « Ah ben là, il y a le motif qui nous intéresse, on sait que le calcul commence, il faut piloter le module laser, par exemple, pour lui dire « Envoie ta faute ». Et donc, généralement, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monitorer la consommation électrique ou l'activité électromagnétique qu'on mesure du circuit. Et il va y avoir un système automatique qui, quand on lui dit, là, tu as un motif de référence, si ce motif, tu le vois réapparaître, eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu dises au laser d'envoyer un faisceau lumineux. Et donc, du coup, généralement, ça va demander des modules de synchronisation temps réel, donc qui sont des objets qui ne sont pas simples à fabriquer. Donc, maintenant, il y a des sociétés spécialisées qui en vendent, et sinon, il y a des travaux de recherche qui expliquent comment concevoir ça avec des cartes électroniques un peu sophistiquées. Voilà. Alors, quelques mots pour maintenant, pour en revenir aux méthodes de cryptanalyse technique, aux techniques de cryptanalyse basées sur les fautes. Donc, il y a plusieurs approches qui sont, encore une fois, un peu comme les traités par canaux auxiliaires, des approches où on va utiliser différentes approches algorithmiques suivant ce qu'on est capable de faire. Donc, par exemple, l'attaque DFA, eh bien, pour chaque opération cryptographique, on va choisir un message M1. Une première fois, on envoie le message M1 à être calculé cryptographiquement sans réaliser de faute. Donc, on obtient le message chiffré C1 qui correspond à M1. Et ensuite, on renvoie le message M1 une deuxième fois. Et là, on réalise une faute. Et donc, du coup, le message, ce coup-ci, qu'on va recevoir en résultat, ça va être le message C1, mais fauté. Donc, on aura la bonne valeur de C1 et la valeur fautée de C1. Et donc, ça, on va le reproduire pour d'autres messages. Et à chaque fois, on va récupérer la valeur correcte et la valeur erronée. Et à chaque fois, avec ces paires de résultats corrects et erronés, on va pouvoir de proche en proche remonter au secret si l'algorithme n'a pas été sécurisé. Voilà, après, il y a d'autres approches. L'attaque safe error, on va plutôt réaliser une faute. Et c'est quand il n'y a pas d'erreur qu'on peut en déduire quelque chose sur la valeur initiale du secret. Et l'attaque SFA, Statistical Fault Attack, là, on va utiliser des outils statistiques pour pouvoir, de proche en proche, remonter au secret, suivant le comportement. On va biaiser le comportement, on va dire, équiprobable de l'algorithme cryptographique. Et ensuite, on va utiliser un outil statistique pour essayer de retrouver le secret, parce que la faute aura biaisé le comportement statistique. Voilà pour ça. Alors, un petit exemple encore avec du RSA. Donc, encore une fois, avec l'implémentation qu'on appelle RSA-CRT de RSA. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, RSA, on a le module N. Donc, le module N, c'est P fois Q. Donc, P et Q, c'est deux nombres premiers très grands. Donc, eux, ils sont secrets. On les multiplie. Et le N, ça, c'est une donnée publique. Et puis, on va avoir D, l'exposant privé, donc qui est l'autre partie de la clé secrète de la clé privée RSA. Et donc, quand on fait une signature RSA, la signature, c'est quoi? C'est mon message puissance D modulo N. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, pour faire mon attaque par faute sur RSA, je fais quoi? Une première fois, j'envoie mon message M à ma carte à puce, par exemple, qui va faire la signature, donc le calcul M puissance D modulo N. M renvoie la signature S, qui est donc la signature correcte. Et je lui renvoie une deuxième fois le message pour qu'elle refasse la même signature, M puissance D modulo N. Et là, pendant ce deuxième calcul, j'injecte une faute. Donc, je vais obtenir la signature S tilde.
est-il pour dire que c'est S, mais avec une erreur qui a été une erreur qui vient de l'injection de la faute. Et en fait, les propriétés arithmétiques de RSA font qu'il me suffit de calculer le PGCD de S moins S tilde et N, et ça va me donner l'un des secrets de RSA. Et donc, ce calcul-là, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes sur un ordinateur normal. Donc, du coup, il y a un côté un peu magique, mais si j'arrive à générer une signature erronée, eh bien, en fait, derrière, un calcul de quelques minutes me permet de retrouver le secret RSA et donc de casser complètement RSA, alors qu'en temps normal, RSA est très sécurisé d'un point de vue mathématique et qu'il était inimaginable avant d'imaginer cette attaque qu'on allait pouvoir réaliser un calcul qui nous permet de retrouver les secrets RSA en un temps humain. Voilà, pour l'exemple. Alors, au niveau des protections, comment on se protège contre l'attaque par faute? Eh bien, vu qu'il y a un aspect expérimental dans la mise en œuvre d'attaque par faute qui est très similaire aux attaques par canaux auxiliaires, eh bien, il y a des concepts qui sont un peu les mêmes. Par exemple, ajouter du bruit avec une horloge qui ne va pas fonctionner tout le temps à la même fréquence, ou des blocs qui vont générer des blocs matériels qui vont générer du bruit dans le composant. Ça marchera toujours dans le sens où ça permettra de rendre le travail de l'attaquant plus difficile pour qu'il identifie les motifs qui correspondent aux différentes étapes de calcul, etc. On va pouvoir aussi utiliser les portes logiques qui sont spécialement robustes, donc des parties très sensibles du circuit intégré. On va potentiellement mettre des portes logiques qui vont être redondées. Comme ça, si j'injecte une faute dans la porte logique, en fait, elle a une valeur miroir qui lui permet de savoir, de se remettre en fait à jour. On va avoir pas mal de techniques comme tout à l'heure, injecter des délais de façon aléatoire, injecter des instructions inutiles de façon aléatoire aussi dans le calcul. Ça va rendre le travail de compréhension, le travail de l'attaquant de compréhension de ce que fait le programme plus difficile. Pareil, les opérations de shuffling, donc shuffler les opérations, les changer d'ordre régulièrement de façon aléatoire, c'est quelque chose qui embête bien l'attaquant généralement. Et puis, la technique qui est quand même la plus efficace contre l'attaque par faute, c'est tout simplement la redondance. Donc, ça veut dire que si j'ai un calcul à faire, ma carte à puce, elle reçoit un message, par exemple, qu'elle doit chiffrer avec AES, avec la clé secrète AES qu'elle a en mémoire. Ce que ma carte à puce peut faire, c'est faire une première fois le calcul AES, elle stocke le résultat avant de le renvoyer au lecteur de carte à puce, elle stocke le résultat en interne. Ensuite, elle refait le même calcul une deuxième fois et elle compare que les deux résultats sont bien identiques. Si les deux résultats sont identiques, elle va considérer qu'il n'y a pas eu de faute. Et donc, du coup, là, elle renverra une des deux valeurs, donc qui sont égales de toute façon, en considérant qu'il n'y a pas eu de faute. Et du coup, c'est une façon coûteuse, puisque du coup, le calcul, il faut le faire deux fois et puis une seule fois, mais une technique assez efficace pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de faute. Alors, il y a des attaquants très évolués qui essaient de faire des attaques double faute. Donc, si mon calcul il est dupliqué deux fois dans ma carte à puce, et qu'en tant qu'attaquant, je suis capable de faire deux fois la même faute pendant les deux calculs qui sont identiques, eh bien, les deux résultats vont être erronés, mais ils vont être égaux. Donc, la carte à puce, potentiellement, elle ne verra pas qu'il y a eu deux fois une erreur d'injecter. Donc, après, on peut imaginer faire, pour se protéger contre une attaque double faute, on peut imaginer faire une technique de protection de redondance où on fait trois fois le calcul et on compare que les trois résultats sont bien égaux. Et là, dans ce cas-là, et du coup, l'attaquant pourrait faire une attaque triple faute, etc. etc. Bon, après, l'avantage pour la personne qui conçoit les protections, c'est que plus l'attaquant doit faire de fautes, plus il va devoir synchroniser plein de choses les unes par rapport aux autres et plus ça va être difficile. Donc,